Bonjour, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un prince. Je vous emmène au château de Valençay sur les traces du prince de Talleyrand. Bienvenue dans le Berry. Valençay, fleuron de la Renaissance ou l'art de vivre au siècle des Lumières. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est cette douceur de vivre que Talleyrand s'est attaché à faire régner en ces lieux. Un domaine de plus de 50 hectares et quelques lieux comme encore inexplorés. On est bâti sur un château fort, sur une forteresse médiévale dont il reste une trace, avec une salle basse. Et puis ensuite, avec une dynastie de bâtisseurs, la famille d'Étampes, sur 4 ou 5 générations, a bâti en fait la tour nord-ouest en premier, le donjon, l'aile Renaissance, et puis la totalité du château à une époque donnée, jusqu'à la fin du XVIIIe, où l'aile ouest, c'est-à-dire celle dans laquelle on se trouve, a été en fait augmentée par un autre propriétaire qui a adjoint une autre tour, comme une tour jumelle de l'autre côté, qui est beaucoup plus percée en revanche, puisqu'elle est de la fin du XVIIIe, et puis a abattu toute une partie des communs. Et on se retrouve là dans la situation actuelle du bâti, de l'architecture. Et c'est là qu'intervient notre personnage, qui est donc Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, qui a acheté en 1803 ce domaine. Il a acheté aussi à la demande de Napoléon, qui souhaitait que son ministre des Relations extérieures possède un château, un lieu dans lequel puisse rayonner et dans lequel on puisse faire valoir l'Empire, dans toute sa diversité, dans toutes ses composantes. Et donc c'est Valençay qui a été choisi. C'est des hommes qui s'admiraient mais qui ne se ressemblaient absolument pas. L'un était vraiment pour la paix, on dirait, c'est Talleyrand, et évidemment le plus vindicatif étant Napoléon, donc l'un essayant de tempérer l'autre, ce qui n'a pas fonctionné à long terme finalement. Et où ils se sont séparés. Mais Talleyrand, il a vécu aussi à la période de la Révolution, en rédigeant une partie de l'article 3 des droits de l'homme. Donc il passe effectivement par Napoléon, par l'Empire, mais aussi après avec Louis-Philippe. Donc voilà, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a eu de cesse en fait, de modifier en fait, sa trajectoire, mais toujours dans le même objectif, de servir l'État. On le caricature à loisir souvent, le diable boiteux, c'est intriguant comme ça, mais en réalité, il l'était certainement, mais il était aussi autre chose. Son souci principal étant effectivement son pied beau. Il a du coup il a perdu son droit d'aînesse au profit de son frère, Archambault, et ça, il le portera toute sa vie. Puisque donc engagé dans la prêtrise alors que ça n'était pas en fait sa vocation. Il était très apprécié des femmes en général. Quand on voit des portraits de jeunesse, c'était plutôt un bel homme d'ailleurs, et fasciné. Alors une certaine Catherine Grand, qui était sa maîtresse, puis en fait sa femme. Et puis ensuite, il a eu, on va dire, une proximité assez particulière, singulière, avec sa nièce, la duchesse de Dinaud. Ah, les histoires d'amour. D'un château à l'autre, entre Langeais et Bourgueil, en route pour Saint-Patrice, dans ce Rochecotte dont Talleyrand avait fait sa résidence secondaire et un peu romantique. L'air y est si doux que c'en est presque un remède, se réjouissait Talleyrand, qui avait été charmé par la sérénité de ce coin d'Italie en Touraine, et plus encore par sa châtelaine, Dorothée de Dinaud, sa nièce intime, son dernier amour. Une captivante courtisane que le diable boiteux lança dans la valse de l'historique congrès de Vienne.
Vienne, toute ma destinée est dans ce mot, est-elle écrit. Elle avait 20 ans, il en avait 60. Talleyrand l'a jetée dans ce tourbillon politico-mondain. C'était une femme jeune, belle, intelligente, elle parlait 5 langues. Alors évidemment, Talleyrand l'a utilisée à bon escient pour arriver à des fins diplomatiques. Et puis cette complicité a duré... Quand on faisait quelque chose, je disais, je le fais pour ma duchesse, vraiment, je voulais lui plaire. Hein. J'appelais un petit peu son... hein. Mais ça marche. Hein. Mais je pense d'une certaine manière, elle nous a aidés un peu. Oui. Mais il faut bien avoir un fil conducteur dans une chose comme ça. On ne n'est pas chez nous, là, pas du tout. On prend une suite, en quelque sorte. Donc, il faut se mettre dans l'esprit de la duchesse, surtout. Hein. D'une femme à l'autre, ou plutôt à 4 autres. Rochecotte est un château de femmes, on peut le dire. Il y a eu d'abord bien sûr la duchesse de Dino, il y a eu sa fille Pauline de Castellane, et puis après ma mère, lorsque mes parents ont repris ce domaine, ma mère effectivement a eu un rôle important dans ces lieux, et puis il y a nous trois, ma sœur aînée Emmanuelle qui est en cuisine, Isabelle qui est avec la réception et l'hôtel, et puis moi-même qui m'occupe de la communication. Un château de femmes, certes. Mais à Rochecotte, on revient toujours à ce Talleyrand gourmand qui, bien qu'ayant traversé 3 régimes, n'en fit jamais aucun. Son seul nom aiguise déjà l'appétit. Talleyrand, c'était donc un grand diplomate qui avait son cuisinier personnel, donc le Grand Carême. Et avec ce cuisinier, il organisait des réceptions assez fastueuses. Il utilisait le savoir-faire et le talent immense de Carême au service de sa diplomatie. Entre Napoléon et Talleyrand, Napoléon s'est trouvé un petit peu irrité de la vue des pyramides, des super pyramides de Valençay qui étaient très très hautes, qui lui a rappelé en fait le mauvais souvenir de sa campagne d'Égypte. Et donc Talleyrand a ordonné que tous les moules à fromage soient dorénavant coupés pour que ça ne rappelle plus ce mauvais souvenir à l'empereur. Fromage de rigueur et pour des... C'était quoi le lien de Talleyrand avec l'art des jardins? Est-ce qu'il y était sensible hein? Oui, parce que c'était un botaniste distingué. Il avait absolument toutes les qualités. Oui, non, il était botaniste absolument. Il aimait beaucoup les poires, par exemple, ou les pêches. Il connaissait une 50aine d'espèces de pêches différentes. Et puis, il a aussi créé une rose qui s'appelle la duchesse de Dino. Donc, évidemment, quelle élégance. Oui, rendre hommage à sa nièce bien-aimée. Voilà, tout à fait. La pédale qui fait tout ça, c'est juste le fond. On va l'avoir fait en 3 minutes. Là, c'était pour voir les glacières. Alors qu'on voit là d'un peu près, parce que l'entrée est donc ici, pour l'instant, ça n'est pas accessible, mais je ne désespère pas un jour de pouvoir le faire visiter au public. Parce qu'on a donc 2 glacières, cette espèce de butte comme ça. Et à l'intérieur, vous descendez et vous avez un puits et on mettait la glace. On y mettait les aliments pour 5 mois, pour 6 mois. Et on peut penser qu'on avait un souterrain qui reliait la glacière aux cuisines. Un château qui n'a pas son souterrain, de toute façon, c'est pas un vrai château. Non, c'est un faux château. Ça, on est d'accord. Quelques chèvres, des moutons. Il y a des naissances? Oui, on a des naissances chaque année. Mais oui, tu es beau. Oh, il fait la roue pour nous, regardez. Ah oui. Ah oui. Beau. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors là, on arrive dans le royaume des carrières. Puisque donc, toutes ces petites buttes, là, ces coteaux, vous voyez les pierres, hein, et donc ça, c'est du tuffeau. C'est du tuffeau, donc c'est la pierre avec laquelle tous les châteaux de la Loire, bien sûr, sont construits. Cette pierre blanche. Voilà, hein. cette pierre blanche crayeuse, magnifique. Mais elles n'ont pas été exploitées, ces carrières? Alors si, il y en a une a été exploitée, et on y a extrait en effet beaucoup de tuffeau, non seulement pour le château de Valençay lui-même, mais aussi pour d'autres choses. Non, il y a eu toute une exploitation. Donc là aussi, une autre entrée sous cette grotte-là. Oui. Oui, c'est impressionnant, c'est très profond. Et c'est là notamment qu'ont été conservées la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas vrai? Oui, absolument. Et ça, c'est donc cette taverne des Espagnols, donc, qui est un lieu un peu troglodyte où les princes d'Espagne venaient se désaltérer durant leur promenade.
ça c'est une super vue du château. Hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Quand on dit Valençay, on pense forcément gastronomie. Aux deux AOC vin et fromage, plutôt réputés dans la région et même au-delà. Comme tous les mardis matins, Stéphanie revient de Rungis. Depuis qu'elle est médaillée d'argent du Salon de l'Agriculture, ces petites pyramides de Valençay ont un succès fou. De manière générale, toute l'AOC a le vent en poupe. Il y a de plus en plus de demandes en fait. On a appris à le cuisiner, on a appris à le servir sur les plateaux, donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Un Valençay, c'est 1,7 litre de lait, 48 heures d'égouttage et un salage minutieux fait avec de la cendre végétale pour obtenir une belle croûte homogène. Donc voilà, ça c'est des Valençais qui ont 11 jours d'affinage et qui sont prêts à vendre en fait. Il faut un minimum de 11 jours d'affinage pour qu'ils aient bien l'appellation Valençay. Celui-ci il est plus vert que le précédent. À quelques kilomètres de chez Stéphanie, le vignoble de Francis Jourdain. Il détient lui aussi l'AOC Valençay, mais catégorie vin. Deux appellations sous le même nom, c'est une exception en France, pas forcément facile à assumer pour tous. Quand nous parlons ici et là avec des interlocuteurs, des clients qui ne connaissent pas forcément notre région, si nous leur disons Valençay, 1 château, 2 fromages et 3 les vins. C'est pas trop dire? Non, non, je crois que c'est un cocktail intéressant et qui plaît bien. Deux AOC qui renvoient en fait à deux cultures locales anciennes, des traditions entremêlées dans le quotidien de tout Valencéen. Ma mère faisait des fromages. Nous avons arrêté l'activité 4-5 ans après mon installation, 94 ou 95. Si on regarde 50 ans en arrière, tout le monde avait un petit peu de chèvre et quelques hectares de vignes. Donc oui, on a toujours eu la promiscuité des deux produits, qu'ils soient en appellation ou pas, parce que voilà, 70 ans, ils n'étaient pas en appellation, et voilà, 50 non plus. Mais bon, il y a toujours eu cette culture locale de polyculture élevage. Ah, mais attends! Vin ou fromage, l'appellation fait du bien. Stéphanie est une spécialiste, elle en détient même 3. Mais Valençay reste la plus importante. Je suis sur 3 AOC. En fait, le Sainte-Maure de Touraine vient jusqu'ici. On est dans la zone du sel et le Valençay aussi. On prend le cahier des charges le plus compliqué, qui est le Valençay entre autres, et les 2 autres rentrent dedans, donc voilà. Si Stéphanie vend une partie de sa production à Rungis, il n'en reste pas moins que ses principaux consommateurs sont locaux. Bonjour. Bonjour. Francis se fournit chez Stéphanie. Il prépare une dégustation. Le moins affiné, il est à combien? On est à 11 jours. 11 jours, et après? Après, on est à 15 jours sur les 2 autres. D'accord. Voilà, c'est les 2 stades que j'ai en ce moment. Voilà. Merci bien. Bonne journée. Et puis bonne journée. Merci, bon au courage. revoir. Tu préfères le blanc avec le frais ou le rouge? Avec le frais comme ça, vaut mieux du blanc. Bien blanc. Ah oui. Moi. Oui, oui. Le rouge avec le fromage bien affiné, oui. Suivant en maturité, oui, c'est ça. Oui, suivant oui. Épaulé avec du... Tout à fait. Il n'y a aucune concurrence entre les deux. Au contraire, on se déplace pour faire la promotion des 2 produits. On travaille dès qu'on en a l'occasion toujours ensemble. On a un mariage magnifique entre les 2 produits, avec les 3 vins de Valençay et des fromages à différents stades d'affinage. On a un mariage magnifique, je dirais. AOC ou non, à Valençay, tout est affaire de nez et de palais. C'est comme si le temps s'était arrêté dans cette grande cuisine quand Antonin Carême officiait. Quand le prince le rencontre en 1804, c'est déjà un grand pâtissier. Il va devenir un grand cuisinier. Inventeur inlassable de recettes, il s'inspire des arts et dessine en permanence ce qui prendra forme dans ses plats. Bernard Brossier défend cette gastronomie de terroir dans son restaurant de Béziers-en-Brenne. Ce que je voudrais que vous me racontiez, c'est comment vous êtes arrivé à faire de la cuisine dans cette cuisine absolument extraordinaire de ce château de Valençay. En fait, on fait ce qu'on appelle des jeudis gourmands. Oui.
C'est-à-dire qu'un chef d'étape gourmande ou 2 chefs d'étape gourmande viennent faire une petite démonstration assortie d'une dégustation à la fin pour le public. Donc en fait c'est très théâtral comme vous le voyez, puisqu'on est sur une estrade avec tout ce matériel flamboyant, n'est-ce pas? Sous l'œil d'Antonin Carême. Et sous l'œil de notre illustre prédécesseur, n'est-ce pas? Et qui nous surveille du coin de l'œil. Et puis en même temps, voilà, donc les gens sont religieusement assis et nous écoutent développer notre recette. Et bon, voilà, faire une petite démonstration, parce que bien évidemment, on ne peut pas faire une recette complète, ça dure une vingtaine de minutes, une demi-heure, grand maximum. C'est une recette qui est plutôt basée sur, effectivement, des recettes du 18e. Hein. Alors, disons qu'on s'inspire, vous savez, de toute façon, l'inspiration vient de nos prédécesseurs, bien sûr, donc Carême, évidemment, est incontournable à ce niveau-là. Plus tard, il y a eu Escoffier, mais Carême est quand même un des grands précurseurs de la cuisine moderne. Et le relais se passe toujours sous l'œil bienveillant de Carême. Dans sa cuisine, régulièrement, des ateliers pâtisserie sont organisés avec les meilleurs pâtissiers du coin pour les jeunes écoliers alentours. Et ça sent bon les biscuits jusque dans les oubliettes. Donc en ce qui concerne, si vous voulez, la recette que je vais développer aujourd'hui devant vous, c'est, je me suis inspiré de celle-ci, voyez-vous. Le potage de quenelle de carpe aux champignons? Alors on va procéder, en fait, on prend une partie du bouillon dans laquelle on va servir nos quenelles de carpe avec nos champignons qui sont aujourd'hui des morilles. Et donc dans l'autre partie du bouillon, on va simplement pocher nos quenelles. Pour réaliser les quenelles comme Bernard, il vous faut une belle carpe, de la mie de pain, du beurre, du sel, du poivre, quelques aromates que l'on fera pocher dans un consommé made in Berry. Prévoir bien sûr la belle poule noire du Berry et ne pas oublier les jolies morilles à rissoler dans du beurre. On va déjà glisser une petite morille. D'ailleurs, donc c'est vraiment le produit, c'est assez simple comme recette pour vraiment sentir les enfin, parfums il y a un petit peu de travail quand même avant. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire l'appareil à quenelle. Sûr, faut quand même, vous avez travaillé, voilà. Moi j'arrive là comme une fleur avec ma petite pâte toute faite, 2 coups de cuillère à peau et puis c'est prêt. Mais avant il y a du boulot. Bien sûr. En fait, ça c'est une recette que j'ai expérimentée exprès pour les jeudis gourmands. Et voilà, l'affaire est faite. Et c'est prêt. Et voilà. Et c'est prêt à déguster. Super. Voilà, je vous offre la primeur. Oh là là, ça sent bon déjà. Oh Bernard, vous êtes un chef. Hein. Allez hop, on nourrit l'esprit maintenant avec un détour vers le plateau calcaire de la Champagne berrichonne emmené par Sylvain Adelin. Nous prenons la route, plutôt l'autoroute. La région centre, avec son réseau autoroutier dense, est une région très traversée. Les paysages défilent, cap au sud pour la Champagne berrichonne, un des 4 paysages qui composent l'Indre. S'étendant entre Bourges, Issoudun et Châteauroux, ce vaste plateau céréalier semble avoir toujours été ainsi. Et pourtant. Sur les hauteurs de Vatan, notre rendez-vous est arrivé. Alexandre est architecte. Il étudie les paysages de l'Indre depuis 21 ans pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Ici, il y a 50 ans, on avait un paysage déjà très ouvert, mais qui était destiné essentiellement à l'élevage, et à l'élevage des moutons de façon très expansive, parce que la terre était pauvre. Et lorsqu'on a découvert les engrais chimiques, ainsi que la mécanisation, ce territoire a subi une mutation très brutale qui lui a permis de produire des céréales en grande quantité. C'est un paysage qu'on apprécie bien quand on est dans une logique de mouvement. Par contre, de façon statique, c'est un paysage qu'on subit et qui peut être un petit peu agressif. Et les maisons s'agglomèrent, se tassent. Et d'ailleurs, dans les villages de Champagne-Berrichonne, il est tout à fait intéressant de remarquer que les espaces publics sont beaucoup plus denses et beaucoup plus intimes que dans d'autres régions naturelles du département. Joachim habite la Champagne-Berrichonne depuis 57 ans. Il a vu le paysage changer avec, après la Seconde Guerre mondiale, la disparition des élevages d'ovins au profit d'une monoculture céréalière intensive. En contraste, avec les longues plaines travaillées, les villages, au creux de petites vallées riches en eau, restent des oasis de verdure où vivent petits exploitants et ouvriers agricoles.
Ce village-là, il y avait 7 personnes qui habitaient là-dedans, 7-8 personnes. Aujourd'hui, on n'est plus que 2. Dès les années 60 et jusqu'à la fin du XXe siècle, la mécanisation entraîne un moindre besoin de main-d'œuvre. Des villages et hameaux se désertifient au profit des villes. Ça y est, on arrive à l'extrémité de la Champagne-Berrichonne, ici à Levroux. On est à l'extrémité ouest. On voit que le grand paysage devient beaucoup plus vert, qu'on abandonne un petit peu les céréales pour rentrer dans une région de polyculture. Pour ce qui concerne l'avenir de la Champagne-Berrichonne, on n'a pas à avoir d'état d'âme. Il faudra toujours nourrir les gens et donc on continuera à produire en grande quantité. Depuis l'époque gallo-romaine, la Champagne-Berrichonne a toujours été une terre de grande propriété agricole. Les derniers remembrements renforcent cette vision d'un paysage uniforme, sans fin, tout juste interrompu par les autoroutes et les éoliennes, qui contribuent à créer un paysage rural du XXIe siècle. Voilà la fameuse toile de fond du petit théâtre. Hein. Oui, exactement, qui est actuellement donc en restauration, ainsi que 8 châssis. Elle est un peu mal en point, non? Le principal problème, c'est que la couche picturale est très altérée. Comme vous pouvez le voir, il y a des plis, il y a des usures, beaucoup de lacunes. Donc il va falloir d'abord fixer cette couche picturale sans altérer l'aspect de l'œuvre. Si c'était une vieille dame, on dirait pas trop de lifting. Elle va assumer ses rides. Voilà, c'est ça. Le voilà le petit bijou du domaine de Valençay. Un théâtre inauguré le 30 mars 1810. Incroyablement bien conservé, ouvert au public avec parcimonie, c'est un privilège d'entrer. C'est une installation qui a été décidée, on va dire, par Napoléon. C'est Napoléon qui a en fait souhaité que pour divertir les princes espagnols qui étaient en résidence forcée ici, on puisse faire venir des comédiens et donc de bâtir un théâtre. Talleyrand, évidemment, étant le ministre des Relations extérieures, était, selon Napoléon, le mieux placé pour recevoir, évidemment, cet ambassadeur de choix, même s'il était prisonnier. Et donc, il a été décidé que ce serait à Valençay. On leur a construit un pavillon de chasse, le pavillon de la Garenne, magnifique, en perspective de la cour d'honneur. Ce théâtre, en 1810, pour leur divertissement, pour leur plaisir. Et donc, ils y ont découvert, pas la musique, parce qu'ils avaient une culture musicale assez importante, mais l'opéra comique, l'opéra français. Et donc ça, ils n'en avaient évidemment jamais entendu avant. C'est un théâtre qui est de petite taille, qui a été conçu vraiment pour eux au départ. Donc qui a eu une vie un peu publique tout au long du 19e, puis il a été fermé au 20e. Et au 19e, alors on y a fait forcément du théâtre, mais aussi beaucoup justement du vaudeville, de l'opéra comique. C'était vraiment l'idée du divertissement ou de la musique de chambre. Voilà l'envers du décor. L'envers du décor. Avec, vous voyez, tous ces papiers d'époque. Donc, vous avez gauche numéro 4, gauche numéro 3. Et puis, on voit, voilà, ça c'est très précieux pour être sûr de caler les bons panneaux, évidemment. On a la chance d'avoir cet ensemble-là avec une nouvelle technique qui est la technique des quinquets. Vous avez derrière les châssis, là, un quinquet à huile qui permet donc d'éclairer, évidemment, par une mèche. Ce qui est différent parce que vous pouvez varier l'intensité lumineuse et donc vous avez des tableaux vivants qui ne sont plus figés et vous avez aussi toute une déambulation du coup, qui est permise par cette technologie des quinquets. Voilà, la balade se termine pour nous à travers les 53 hectares de ce domaine de Valençay où l'empreinte du prince de Talleyrand est vraiment très présente. J'espère qu'on vous a donné envie de vous aussi venir vous y balader. Si vous souhaitez en savoir davantage et vous plonger dans cette vie incroyable de Talleyrand, vous pouvez bien évidemment reprendre l'incroyable ouvrage d'Emmanuel de Varesquiel, Le Prince immobile, ou compulser celui-ci. C'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Patrimoine, toujours par Emmanuel de Varesquiel et Christophe Morin. Ça s'appelle tout simplement Talleyrand en son château de Valençay. Passez une très bonne semaine. À la semaine prochaine avec grand plaisir. Au revoir.